Merci beaucoup pour votre introduction. Et d'abord, moi, je suis très content d'avoir l'opportunité de venir vous présenter ceci. C'est une histoire de transformation, en fait, à la base. Et c'est de voir comment, en effet, dans cette transformation de système d'information au sein de Generali ces dernières années, on a pu s'appuyer sur des techniques de modèle pivot et ce qu'on en a fait et jusqu'où. Alors, moi, je travaille chez Generali au sein de la DSI qui s'appelle la Direction Innovation et Outils, avec une terminologie qui veut bien dire ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour développer, mais on est là pour fournir des outils, des services et travailler sur l'innovation. Alors, rapidement, Generali, c'est à peu près 15 milliards de primes par an. C'est le deuxième assureur en France, le troisième au niveau européen. Alors, notre DSI, c'est un paquebot. On n'est pas dans des techniques de petite entreprise ou d'agilité, bien qu'on utilise des méthodes agiles, mais c'est un gros paquebot avec 720 personnes. On représente à peu près 9,5% de la population de nos collaborateurs en France. Et 7500 utilisateurs internes, plus nos agents et nos courtiers qui viennent se connecter sur le système d'information, ainsi que nos clients. Generali est issu d'un regroupement de plusieurs sociétés d'assurance au cours du temps, et on a créé véritablement une DSI en 2003. En 2006, on a eu une grande transformation, un grand plan de transformation qui s'est mis en place de regroupement de nos systèmes d'information. Ce plan de transformation s'est axé principalement sur la fusion de nos systèmes de back-office, de nos gestions de contrats d'assurance, que ce soit des contrats d'assurance épargne, retraite ou bien yard. En 2007, on est tombé quand même sur 3 risques, parce qu'on a lancé une vingtaine de programmes en parallèle, donc vous aviez le risque d'adhérence, le risque humain. Est-ce que finalement les équipes de la DSI étaient capables de traiter tous ces sujets en même temps et d'un même allant? Et puis le troisième risque, c'était un risque planning. On a commencé à atterrir en 2008, où là c'était plus un risque industriel, parce qu'on avait lancé beaucoup d'initiatives en parallèle, et puis après il va falloir consolider un peu ça du point de vue de la robustesse, faire en sorte que ça marche tous les matins, qu'on ne vous facture pas 2 fois, que les systèmes soient disponibles. Et enfin, en 2009, 2010 et même maintenant, on est en train de renvoyer ce que nous on appelait le balancier de la gouvernance vers les métiers, puisque notre plan de transformation était un plan très volontariste. Ça a été un plan top-down, décidé par la direction générale. Allez-y les gars, il va falloir les sortir, ces fusions de systèmes d'information. Et maintenant, on est plus dans une dynamique en disant, finalement, notre gouvernance avec les métiers, comment est-ce qu'on la réorganise et comment est-ce qu'on la dirige. Quelques orientations pour les années futures, on le voit bien, après notre atterrissage, c'est l'optimisation de l'usine, c'est-à-dire nous, ce qu'on produit comme service, l'alignement avec les métiers, je viens d'en parler, le balancier qui est relancé vers les métiers, et enfin le travail sur l'innovation. Parce qu'on considère que dans cette période de crise, on essaye d'avoir le discours et les faits qui vont avec, l'innovation est un point clé de manière à réussir ce qu'on doit faire. J'ai été frappé hier, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont assisté à cette présentation sur Salesforce, et de voir la manière dont ils ont tourné un outil de CRM pour innover dans le domaine des réseaux sociaux et de l'accaparation du mouvement. Ça, c'est une véritable innovation. Bravo aux gars de Salesforce, parce que ce n'est pas gagné quand on voit ce qu'était le CRM de type Siebel ou même Salesforce il y a une dizaine d'années. Alors, cette transformation de système d'information que nous avons vécue ces dernières années, on l'a appuyée sur un langage commun qui est un modèle pivot. Nos objectifs dans cette transformation, on va revenir sur le why, qui était le sujet de notre première conférence, était de contribuer au programme général de l'ambition de Generali et de créer une entreprise multicanale et multiréseau. Nous sommes une entreprise, dans notre perspective, qui doit distribuer des produits d'assurance au travers de plusieurs réseaux et de plusieurs canaux. On a lancé, on l'a vu, 3 programmes de transformation, un programme de transformation des applications, un programme d'architecture et d'intégration, parce que, issus, on va dire, de DSI plus petites, nous avions besoin de faire un pas important dans l'accaparation des nouvelles technologies, notamment des traitements synchrones et asynchrones. Pour ne nommer que ces deux-là, on avait une informatique qui était traditionnelle, batch et peu couplée, on va dire, intersystème. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre dans le service que nous délivrons aux clients d'attendre 2 jours qu'une donnée client soit disponible pour un système de gestion d'indemnisation, par exemple.
Donc c'est comment est-ce qu'on s'organise d'un point de vue fonctionnel et technique dans la transmission et la qualification de cette information. Et enfin, un programme de rationalisation et de centralisation de nos infrastructures, du fait même, qui est consécutif en fait, du fait même des rapprochements. Alors notre situation en 2006, c'était environ 140 applications majeures. Notre objectif, c'était de réduire ça au travers du plan de transformation à 80 applications majeures. Et fin 2010, on est tombé à 86 applications. Encore une fois, notre travail qui a été parmi les qualifications des travaux d'Hercule a consisté à prendre nos applications majeures, qui étaient les applications de gestion de contrat, et à les fusionner. C'est le driver principal de notre plan de transformation, parce qu'il est aussi issu de nos priorités, de nos métiers d'assurance, qui est de travailler sur le produit et sur le service associé à ce que l'on vend. Pour ce faire, parce que ces applications, ces 140 applications majeures, ne s'appuyaient pas sur un langage commun. Il n'y avait pas de définition, déjà c'était issu d'entreprises différentes, on n'avait pas défini, on ne s'était pas appuyé sur des modèles partagés de données, de transfert d'informations. Alors, quand on va voir nos correspondants d'architecture, il y a plusieurs options qui se présentent. La première, c'est moi j'aime bien partir de la feuille blanche, la modélisation pure, c'est sympa. En plus, on se recrée. Tout à l'heure, vous disiez dans votre introduction que vous ne connaissiez pas trop le domaine de l'assurance. C'est un domaine qui est peu connu, c'est vrai, sauf quand il s'agit de payer sa prime auto ou multirisque habitation. C'est vrai. Et donc, en effet, on peut se dire, on travaille tous dans un domaine qui est particulier, pourquoi pas se recréer notre propre, on va dire, modèle de données, organisation des données. D'autant que, en tant que deuxième assurant en France, on a certainement des spécificités que les autres n'ont pas. La deuxième option, c'est une option qui est aussi assez traditionnelle, qui est de faire de reverse engineering et de la modélisation. Qui est de dire, finalement, je regarde mes applications principales, parce que c'est là où doit se situer la réalité, j'en extrais, et je normalise, j'urbanise, je classe, j'ordonne, et ensuite, j'en fais la norme. La troisième, c'est celle que nous avons retenue, c'est l'utilisation d'un modèle métier de référence. Alors, il se trouve, en effet, que dans le domaine de l'assurance, on a pu bénéficier de l'existence de ce modèle métier. Et pourquoi est-ce qu'on a privilégié ce recours à ce modèle métier? D'abord parce qu'il était accessible. Accessible en tant que son existence et aussi accessible dans son coût d'acquisition. Ça, c'est quelque chose d'important. Tous les modèles métiers n'ont pas ces caractéristiques d'accessibilité. Le deuxième, c'est que ça permet d'être une sorte de tiers notarié dans nos discussions. Lorsque vous décidez de fusionner deux systèmes d'information ou de faire communiquer N systèmes d'information, il y a toujours les équipes traditionnelles qui pensent, avec raison, qu'elles détiennent la vérité dans l'organisation de la donnée et leur définition. Et ce travail justement de communication et d'ordonnancement des travaux crée de nombreuses frictions, parfois ça va jusqu'au conflit pour savoir en effet qui a raison sur l'organisation de la donnée. Le fait d'avoir recours à quelque chose de tiers, à un tiers extérieur, permet justement d'introduire dans nos discussions, non pas un dialogue en one-to-one qui est souvent assez peu productif, mais d'avoir ce dialogue à trois qui permet de se situer par rapport à un modèle, qui permet de faire évoluer ce modèle pour répondre aux caractéristiques de notre existant et de ce qu'on veut faire dans le futur. Et donc, c'est une des raisons principales, on va dire, pour lesquelles nous avons retenu ce modèle. Enfin, il y a les qualités intrinsèques du modèle, qui est sa qualité, son aspect métier assurance complet, que ce soit en vie ou en non-vie, qui sont deux métiers quand même très différents lorsque vous achetez un contrat d'assurance vie ou lorsque vous souscrivez un contrat de multirisque habitation ou d'automobile, les besoins ne sont pas les mêmes. Et le fait d'avoir cette richesse d'informations et d'avoir quelque chose qui colle bien par rapport à notre métier est bien sûr un atout. Alors, sélectionner ce modèle pivot, ce modèle métier, est un accélérateur, oui, à partir du moment où nous avons une gouvernance autour de son utilisation et de son implémentation. On a travaillé, là, ça a été
une des tâches principales de notre cellule, de notre direction d'architecture, qui est de déterminer justement comment est-ce que la gouvernance de la donnée allait s'opérer et qui en était responsable. Nous avons, vous l'avez vu, une culture de réalisation de projets et de plans de transformation qui est très marquée. Et dans ce cadre, nous avons souhaité justement que la responsabilité, on va dire, de la définition de l'adaptation du modèle pivot reste au sein des équipes qui étaient en charge des domaines assurance. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est l'équipe épargne qui est responsable de l'adaptation du modèle pivot à, je dirais, l'épargne chez Generali. Ça n'est pas une équipe, on va dire, qui est logée au sein de la gestion de la donnée ou de l'architecture qui définit pour l'ensemble de l'entreprise comment devrait se situer, comment devrait être définie justement cette structure de données et de communication. Et ça, c'est un domaine, enfin ça, c'est un choix, on va dire, structurant. Nous avons souhaité laisser, encore une fois, aux responsables de domaine IT, une responsabilité assez large sur sa matière. L'équipe architecture et l'équipe gestion des données arrivent là en contrôle, en conseil, en garde-fou, parce qu'on n'est pas là pour faire aussi n'importe quoi. On sait très bien aussi que les équipes projet, pour des raisons X, Y, Z, parfois prennent des raccourcis qui ne sont pas souhaitables pour une gouvernance de système d'information. Et donc, on est plus là en support dans le modèle de gouvernance qu'en direction. Mais le modèle sans la gouvernance, c'est un peu si vous aviez un joli livre sur une étagère, mais que vous ne l'ouvriez pas et qu'il ne vous serve pas à grand-chose. Alors, quels sont les gains que nous avons et puis quelle est l'utilisation concrètement au sein de Generali de ce modèle pivot? Alors, moi, j'aime bien ce graphe en bas à droite qui, quand même, sur la ligne du haut, vous donne le nombre de comptes qui ont été déclarés au sein du système qui nous aide à gérer le modèle pivot. Donc on en est aujourd'hui à 400. Rappelez-vous, notre informatique, elle fait 700 personnes et il n'y a pas uniquement des développeurs ou des maîtrises d'ouvrage qui sont là-dedans. Donc il y a un vrai... c'est une réalité aujourd'hui, il y a ces 400 utilisateurs. Et là, cette deuxième ligne, ce sont le nombre de personnes qui se connectent dans le mois sur justement ce modèle. Donc on en est aujourd'hui à un rythme de croisière de 200 personnes qui se connectent. Donc ce qui veut dire que dans les projets et dans l'appropriation de ce modèle, c'est devenu une réalité. Et c'est notre premier outil de modélisation, on va dire, de nos données et de nos flux. Il y a un troisième utilisation que nous avons réalisée autour de ce modèle pivot, qui est d'étendre son fonctionnement, enfin d'étendre le fonctionnement du référentiel à la description de nos processus. Initialement, en effet, nous avions des besoins d'ordonnancement de nos données, de communication interapplicative et de trouver justement les modèles d'information cibles pour nos applications qui étaient fusionnées. Rapidement, au bout de 2 ans, en dehors de cet objectif qui était justement d'unification de nos systèmes d'information, on est allé vers le processus métier qui supporte l'activité du système. Et donc, on en a profité justement de cet outillage que nous avions autour du modèle pivot, qui est à base de Magic Draw, pour également en faire le référentiel de description de nos processus. Ce que ça nous a apporté, on le voit, c'est de la cohérence interprojet au travers d'une gestion de données consolidée, oui. Un peu de qualité maîtrisée au niveau du code généré, c'est plus au niveau de la description des données et de leur organisation et de leur communication. Ce qui est important, on va dire, les 2 principales fonctions de ce modèle pivot, c'est le dictionnaire des données et leur organisation, et la définition des communications interapplicatives. C'est-à-dire que quand vous avez une com-area entre le mainframe et puis une application front, quand vous avez une XSD sur un web service pour de communication et d'utilisation, on se sert du modèle pivot pour enregistrer les différentes versions et les définitions de ces modes d'interaction. Là où nous sommes plus débutatifs dans la mise en œuvre, c'est sur la génération de code automatique. On l'a essayé parce que c'est toujours une tentation, on va dire, de nous, techniciens informatiques, de trouver des moyens d'abstraire notre démarche et puis ensuite de faire en sorte que la génération technique et l'utilisation des outils soient automatisées.
D'abord, c'est une démarche qui est one-way street, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez défini du code généré, on ne peut pas faire du reverse engineering automatiquement qui va remettre à jour le référentiel qui a produit ce code. Et ensuite, c'est quelque chose qui est difficile techniquement encore aujourd'hui à mettre en œuvre et dont on n'a pas trouvé la rentabilité en matière de développement, de conception ou de qualité. Voilà, donc j'arrive au bout de la présentation. Comme l'a dit notre précédent interlocuteur, 20 minutes, ça reste concentré pour faire partager une expérience. Et je serai ravi de répondre à quelques questions. Merci. Merci. Quelle a été là où les plus grosses difficultés dans la mise en œuvre d'un modèle pivot, d'un modèle métier? La principale difficulté, elle a été dans, j'ai essayé de l'exprimer, dans le changement d'attitude de nos collaborateurs sur l'opportunité et la nécessité de partager ce vocabulaire commun. On avait vraiment une culture assez traditionnelle de couplage assez lâche interapplicatif. Or aujourd'hui, pour être efficace, pour donner le service, on est obligé de faire en sorte que les applications, nos outils informatiques communiquent les uns avec les autres de manière beaucoup plus rapide et sans déperdition. Vous avez raison de le souligner, c'est une démarche de management. Ce n'est pas une démarche outil. Je ne vous ai pas parlé de Magic Draw, de la génération automatique des XSD, de ce qu'on peut faire. Ce n'est pas le sujet. Oui, une question. Si j'ai bien compris, les applications utilisent leur propre modèle en interne, mais pour pouvoir communiquer, elles doivent se baser sur le modèle pivot. Est-ce que les applications donc, intègrent la complexité du modèle pivot? Oui. Et si oui, est-ce que vous avez eu des problèmes au niveau du versionning du modèle pivot entre les différentes applications? Parce que là, j'ai vu 80 applications. Oui, vous pointez le doigt en effet sur une des difficultés majeures. C'est que les applications gèrent leur modèle interne, mais ce modèle interne, il est modélisé, on va dire, avec le modèle pivot. C'est-à-dire que le premier travail de l'application, lorsqu'elle veut faire une évolution majeure, c'est de prendre le sous-ensemble du modèle pivot de données qui lui appartient, on va dire, et de changer l'organisation, de l'adapter en fonction des évolutions de l'application. Donc le modèle pivot, c'est l'outil de modélisation aussi de la donnée. Ensuite, le versionning, c'est tout l'objet de la gouvernance, on va dire, qui a été mise en place autour du modèle pivot. C'est qu'on se repose dans ce cas-là sur notre cellule d'architecture de gouvernance de la donnée pour s'assurer que le versionning est bien fait au niveau du modèle pivot et que les définitions de communication interapplicative sont bien à niveau également. Tout à fait. En revanche, l'outil permet du check-in, check-out traditionnel sur le versionning. Donc tout ça c'est pas encore une question d'outil, c'est une question d'organisation. Une dernière question. Bonjour. Il y a combien de données dans le pivot? Approximativement. C'est de l'ordre de plusieurs milliers. C'est de l'ordre de plusieurs milliers. Moi, je vais vous répondre. Notre système d'information, c'est à peu près 1 million, 1 200 000 points de fonction. Ok. Bon, une toute dernière, et après, je vous invite à prendre un verre avec Hervé pour les autres questions que vous aurez. Merci. Je voulais savoir si ces résultats, ces gains sont déjà visibles au-delà de la DSI, c'est-à-dire par les utilisateurs, du point de vue de la fluidité des applications, de leur disponibilité. Alors ça, c'est un point important que vous mentionnez, c'est qu'on a souhaité que le modèle pivot, vous l'avez vu, quitte son domaine simplement de gestion de la donnée, mais aille vers le processus. Et donc déjà, c'est un outil de communication avec nos métiers, nos utilisateurs. Parce qu'on modélise ces processus au travers du modèle pivot. Donc ça, je réponds un peu à côté de votre question. Le deuxième, c'est que ce que j'observe, moi, c'est que ce que disait monsieur, c'est que le versionning des
des modes de communication interapplicatifs est beaucoup plus facile à gérer. Et de fait même, je trouve qu'on a fait beaucoup de progrès, entre autres grâce à ça, sur les communications interapplicatives et la fluidité de notre système d'information. Ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'il y a 4 ou 5 ans. On va en terminer là et rejoindre le keynote de André Comte-Sponville. Merci à vous.